vous entendre. Tant mieux. Ah, mais tu veux dire qu'il faut qu'on coupe le... C'est ça? Non, c'est pas grave si on nous entend même pendant le... Voilà, c'est parti. Et en fait, l'écran d'attente est resté pas très longtemps et on est directement à l'écran. Ouais, c'est bon, c'est parti. Et ben, du coup, Thomas, Aurélien, merci d'avoir accepté mon invitation. Et on va faire simple, hein, vous allez commencer par vous présenter. Ok, ben, merci à toi pour l'invitation, pour nous donner ton parole. Du coup, tu me présentes. Allez, je présente. Donc, Thomas, CTO de GoToScale, et moi, je suis Aurélien, donc le CEO de GoToScale. Et ce qu'on va faire aujourd'hui avec toi, Philippe, et ceux qui regardent, c'est de vous présenter le produit qu'on est en train de construire, qui s'appelle R2 DevOps. Ouais. Donc, je vais vous donner un peu d'infos sur ce produit, un petit peu d'histoire. Thomas et moi, on a monté Juste, je te coupe. Je t'avais prévenu que de toute façon, j'étais très impoli et je te coupe. Votre background avant de rentrer dans le vif du sujet, vous venez d'où? Alors, j'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur à l'UTC, Compiègne. Après, j'ai travaillé à Paris en tant que développeur PHP. Ensuite, je suis parti à Nantes, où j'étais chef de projet chez Soprasteria. Je suis arrivé à Montpellier il y a 2 ans et demi pour rejoindre une start-up dans laquelle j'ai rencontré Thomas et on a travaillé ensemble. D'accord. Montpellier, très jolie ville. Et de mon côté, ouais, pardon. Vas-y, vas-y. De mon côté, du coup, donc j'ai un diplôme d'ingénieur de l'école des mines d'Alès. J'ai commencé à bosser dans l'informatique essentiellement sur de l'administration système, sur des clusters HPC. Donc HPC, c'est pour High Performance Computing, chez Bull puis Atos. Et du côté de Toulouse, donc le principe, c'était d'installer et maintenir des clusters de calcul de plusieurs milliers de nœuds sur du Linux, avec la partie réseau, la partie stockage. Et alors, c'est un lieu génial. Et au bout de plusieurs années, quand même, j'étais de plus en plus titillé par le cloud. Et c'est pour ça que je suis parti et que j'ai rejoint la startup dans laquelle on s'est connu avec Aurélien pour partir sur le cloud et sur le DevOps. En parlant de Toulouse, d'ailleurs, il y a Neonox qui est connecté et qui est un Toulousain et qui fait beaucoup de GitLab, qui est un GitLab héros en plus. Donc, il est très fan. Mais je crois que vous avez déjà discuté il y a pas longtemps. Et bah, du coup, R2 DevOps, c'est quoi? Ou comment vous avez eu l'idée, qu'est-ce que c'est, tout ça? Oui, parce que c'est avant tout une idée. Donc, on a monté cette société où globalement, on accompagne les entreprises dans leur transformation numérique, que ce soit la mise en place du DevOps ou de l'agilité. Ça, c'est nos deux compétences. Et au fur et à mesure de ce qu'on faisait avec Thomas, on s'est dit que la mise en place des jobs CI, par exemple, dans un projet, on retrouvait assez souvent les mêmes choses à faire. Donc, on a décidé de créer pour nous en interne un produit pour pouvoir avoir comme une palette de jobs qu'on puisse réutiliser facilement et qu'on puisse aussi configurer facilement. On t'entend plus, je crois, Philippe. Non, c'est bon. Vous ne le voyez pas parce que j'ai mon écran vert, mais il y a des gens qui passent parce que je travaille dans la cuisine et ça fait du bruit. Du coup, j'avais coupé le micro. Donc, vas-y, continue, t'inquiète. Du coup, voilà, ça, c'est les débuts de R2 DevOps. Alors, aujourd'hui, comment on l'utilise pour nous en interne aussi, c'est uniquement un hub de job CI/CD, prêt à l'emploi, plug and play, mais qu'on peut aussi paramétrer parce qu'il y a toujours des besoins spécifiques pour des clients ou même des utilisateurs. Donc, en quelques mots, aujourd'hui, R2 DevOps qu'on va vous présenter, c'est un hub de job CI/CD plug and play pour des projets GitLab. Et on va vous montrer, avec Philippe, on va te montrer comment on démarre avec R2 DevOps, comment on utilise les premiers jobs. On va parcourir la doc de façon à ce que ce soit complet, pas non plus très très long, mais complet, pour qu'ensuite on puisse, ceux qui regardent, toi, regarder
utiliser R de DevOps. Et puis pourquoi pas contribuer à la fin. On en reparlera. Ok, bah on va rentrer alors directement dans le vif du sujet, faire la démo, comme ça je vous poserai mes questions pendant que ça tourne. Euh, et puis donc du coup, allons-y. Vous me dites quand je peux partager votre écran. Tu peux y aller. Alors, l'écran est partagé. Je vais essayer de vous afficher en dessous. Parfait. Est-ce qu'il y a besoin que je zoome sur l'écran ou c'est bon comme ça? Alors, juste un chouïa, voilà, je pense. Puis on verra de toute façon, les gens, s'ils voient pas, ils font la remarque rapidement. Ok, parfait. Alors du coup, la démo de R de DevOps qu'on va vous faire aujourd'hui, en fait, elle s'applique à ce projet. Donc ce projet, c'est une API qui permet de jouer au Morpion. C'est une API qui gère des grilles de Morpion en Python, basé sur Flask. Donc c'est un projet assez classique en Python. Il est disponible en ligne si vous voulez aller voir après coup pour voir comment on utilise le hub au travers de ce projet. Et donc, dans ce projet, on a un fichier GitLab CI initialement qui est très simple, que vous voyez là à l'écran. Donc, on a une liste de stage. Voilà, par contre, c'est un peu petit. Je vais zoomer. Encore un peu. Super. Nickel. OK. Du coup, on a initialement une liste de stage. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément trop habitués à travailler avec GitLab CI, en fait, les stages, c'est chaque étape du pipeline d'intégration et déploiement continu. Et au sein de ces stages, il y a des jobs qui sont lancés en parallèle au sein d'un stage, et tous les stages sont lancés en série, en séquentiel. Donc ici, on a une include, mais qui n'est pas forcément très pertinente pour la démo. C'est une include qui nous permet de gérer des pipelines de merge request. Et on a un job, tout ce qu'il y a de plus basique, développé en local, donc qui n'utilise pas le hub, et qui est un job qui permet de lancer des tests unitaires en Python. Donc je spécifie son stage, son image, et le script pour lancer le job. Donc, ce qu'on va faire maintenant, à partir de ce projet, on veut améliorer et augmenter son intégration et son déploiement continu, surtout la partie intégration là, à travers de cette démo. Donc, on va sur le hub, ici, l'écran c'est toujours bon. Ouais, OK. Donc, ça, c'est la page d'accueil du hub. Donc, déjà, si le hub vous intéresse et que vous voulez en discuter plus en détail, vous pouvez rejoindre notre communauté en cliquant ici. Et si vous voulez aller plus loin et vous avez besoin d'aide ou vous voulez poser des questions sur comment utiliser le hub pour votre projet, vous avez un lien ici pour prendre un meeting. Alors, avant de commencer, je précise que le hub il est open source et open source collaboratif et totalement gratuit. C'est pas de, c'est voilà. Et du coup, je posais une question. Ouais, c'est pour rajouter. Alors, je suis peut-être un peu en avance. Donc, si je suis en avance, tu me dis, on en parle plus tard. Tu dis que c'est collaboratif. Donc, si je vais sur GitLab, sur le projet du hub pour ajouter quelque chose, je fais un fork, je fais une merge request et puis j'attends de voir si c'est Exactement. accepté. Ok. Et il y a même un contributing guide ici qu'on verra tout à l'heure plus en détail, Ouais. mais qui décrit toutes les étapes pour pouvoir contribuer efficacement. Ok. Mais je ne spoil pas pour l'instant. Donc, sur l'interface, sur la documentation, vous retrouvez le Get Started qui vous permet de rapidement comprendre les concepts et comment utiliser le hub. Et là, tout de suite, on va partir sur la partie Job qui liste tous les jobs disponibles dans le hub que vous pouvez venir piocher et utiliser dans vos projets. Donc là, pour le grid API, donc je vais sélectionner un ensemble de jobs. Donc d'abord, je vais prendre GitLeaks qui permet de détecter s'il y a des secrets ajoutés en clair dans Git et qui me prévient. Là, ce que je vais faire, je vais sélectionner tous les jobs d'un coup et après, on ira gérer les inclure un par un. Mhm. Donc, ensuite, on va utiliser Superlinter. Superlinter, vous le connaissez peut-être, c'est un job qui est fait par GitHub, qui est disponible sur GitHub Action et on l'a porté sur GitLab avec une intégration assez poussée que vous verrez tout à l'heure. On va prendre également SLScan qui permet de faire des tests de sécurité statique sur tout un tas de langages. Pareil pour Superlinter, il supporte tout un tas de langages.
dans la documentation, vous avez le détail de tous les types de fichiers qui sont supportés. On va également utiliser OpenAPI, qui est un job qui permet de, à partir d'un fichier de déclaration OpenAPI, de builder la documentation Swagger. Pour builder une image à partir de mon Dockerfile et la stocker dans le registre GitLab. Je vais aussi utiliser Newman, qui permet en fait à partir d'une collection de Newman, de la lancer en intégration continue pour lancer plein de tests d'API et s'assurer que tout passe comme je le souhaite. Et le dernier job qu'on va utiliser, c'est Page. Page qui permet de déployer sur GitLab Page un site statique. Et donc là, en l'occurrence, ce serait la sortie de OpenAPI. Et une note sur la façon dont sont rangés ces jobs. Donc vous voyez ici que les jobs sont rangés par stage. Donc en fait, le principe, c'est qu'on a défini une liste de stage par défaut, qu'on a déterminé comme étant utilisable pour la majorité des cas. Et chacun de nos jobs, il a un stage par défaut. Sachant que cette liste, elle n'est absolument pas obligatoire. Si vous avez votre propre liste de stage, vous pouvez prendre n'importe quel job du hub et l'appliquer au stage que vous voulez. Il n'y a rien de fixe. Et on va voir tout à l'heure comment surcharger les jobs pour modifier le stage. Ok. Donc tu réponds là, à toutes mes questions à l'avance, c'est bien. Donc là, je vais splitter l'écran pour inclure tous ces jobs. Donc, dans chaque documentation, il y a une partie How to use it qui vous permet de savoir rapidement comment inclure le job. Donc là, je vais les faire un par un. Donc, superlinter, SLScan, OpenAPI, Newman, et pour finir, Page. OK, donc là, j'ai mon fichier de conf qui inclut tous ces jobs du hub. Donc, je vais le commit, je vais le push, comme ça, le pipeline se lance, et ensuite, on détaille ensemble ces jobs, leur documentation et ce qui va se passer pendant que le pipeline tourne. OK. Donc là, c'est parti. On va jeter un œil dans le job Newman, par exemple, dans sa documentation. Alors, je vais un peu grossir. Là, ça doit être bon. Donc voilà, quand vous arrivez sur la documentation d'un job, la première des choses que vous voyez, c'est un ensemble de tags qui sont appliqués sur le job. Vous voyez deux onglets, donc documentation et le contenu du job. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent aujourd'hui qui ont envie de savoir quand ils utilisent quelque chose ce qu'il y a derrière. Et via cet onglet, on peut tout de suite voir le contenu raw du job. Et dans la documentation, on a une première partie How to use it, qui permet de savoir rapidement, en quelques étapes, comment ajouter le job dans mon projet. Donc ce job-là, Newman, ce qu'il fait, c'est qu'il lance tout un tas de tests d'API sur une API, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, on a une section qui permet de choisir comment atteindre cette target, comment configurer le job pour atteindre cette target. Moi, dans mon cas, dans mon projet, en fait, l'adresse de l'API, elle est écrite en dur dans les fichiers pour aller plus vite, mais je vais vous montrer tout à l'heure comment faire pour utiliser des variables pour la setter dynamiquement. Donc ensuite, vous avez une section qui détaille le job, donc avec son nom, l'image Docker utilisée, parce que chacun des jobs qu'on fournit dans le hub tourne dans un container Docker avec une image qui doit être définie dans le job. Tout simplement, en fait, on propose ça pour être sûr que dans chaque cas, l'environnement soit le même et que ça tourne de la même façon. Donc un job du hub, vous ne pouvez pas l'utiliser sur un runner shell, par exemple, parce qu'il spécifie une image. Le stage par défaut du job et quand est-ce qu'il se lance. Dans ce cas-là, always. Ensuite, on a une section variable. Cette section, elle permet en fait
elle vous permet de personnaliser le job. On sait que chaque projet est unique, donc notre but dans le hub, c'est d'avoir des jobs vraiment plug and play, mais de permettre quand même aux utilisateurs qui veulent de personnaliser le comportement. Donc ici, par exemple, j'ai une variable Newman Collection qui permet de qui est dans le projet. Donc il y a toujours une valeur par défaut pour les variables obligatoires et vous pouvez la personnaliser. Et d'ailleurs, je vais vous montrer dans un fichier que j'ai préparé comment on peut pousser plus loin la personnalisation des jobs. Parce que là, dans ce qu'on vient de faire, les jobs, on les utilise en mode plug and play. Mais je vais vous montrer un exemple où on les utilise et où on les personnalise. Donc, par exemple, je vais revenir sur le job Newman. Donc, tout en haut, là, dans les include remote, on inclut les jobs de la même façon. Et ce qu'on peut faire pour les personnaliser, c'est en fait surcharger les jobs en utilisant les mécanismes de GitLab et du YAML pour surcharger certaines parties. Donc là, plus haut, je surcharge le job Newman. Donc le job Newman, il est dans ma conf. Et donc j'ai juste à mettre son nom et pour déclarer le job dans le dictionnaire YAML. Et à partir de là, je peux redéfinir tout ce que je veux. En fait, toutes les options qui existent dans GitLab, dans le GitLab CI, je peux les redéfinir ici. Donc par exemple, dans ce cas-là, je redéfinis mes deux variables, Newman Collection et Newman Additional Option, dans le job de base. Et on peut pousser plus loin la personnalisation, plus loin que les variables. Par exemple, ici, j'ai un job Nmap, et ce que je fais, je viens lui brancher un service. D'accord. Et pour aller... Ouais, tu avais une question? Non, je disais d'accord, excuse-moi, c'était juste pour dire que j'étais encore là, en fait. Ok. Et du coup, en dessous, là, on a un job Helm Review, donc pareil qu'on utilise à partir du hub, mais cette fois, on pousse encore plus loin la personnalisation et on vient brancher en fait un after script. Et on peut le faire de la même manière avec un before script, avec un after script, avec toutes les options dispo dans GitLab. Et en fait, ça vous permet vraiment d'utiliser les jobs, leur partie générique, et de toutes vos spécificités, de venir les brancher autour avec des options supplémentaires. Des questions sur la surcharge? Écoute, moi, non. Après, pour l'instant, dans le chat, pas de questions. Donc ça doit être clair, parce qu'il y a une vingtaine de personnes connectées, donc il y a du monde. Mais écoute, vas-y, Ok. continue. Ouais, de toute façon, si vous avez des questions par la Ouais, suite, il y en a une. ok. Est-ce que la section afterward script ou before peut cibler un fichier plutôt qu'un script incliné? Inline, pardon. Oui. Oui, si dans le... Imaginons que, pour reprendre l'exemple de grid API, imaginons que dans le grid API, j'ai un fichier, un script bash quelque part. Tu peux très bien utiliser un job du hub. Donc le job du hub, il va se lancer et en after script, lancer un script que tu as dans ton repo. Ça, il n'y a aucune limitation en fait. Ouais, il n'y a pas de souci. Ok. Donc ensuite, dans la documentation, il y a une section artefacts. Ça, une fois que le pipeline sera fini, on pourra le constater, mais ce qu'on essaie de faire au maximum dans les jobs du hub, c'est de s'intégrer dans GitLab avec, par exemple, des reports JUnit qui permettent, dans la merge request, d'afficher tous les rapports d'erreurs. On a également une section... Du Ouais, coup, j'ai une question. J'ai vu que tu avais des analyses statiques. Tu utilises uniquement le report de type JUnit? principalement, ouais. Principalement parce que ce qu'on essaie de faire sur les jobs qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils soient utilisables par tout type de licence GitLab. Et JUnit, comme il est supporté encore, c'est celui qu'on favorise pour l'instant. Ouais. Ma question, c'était liée au fait que le format de la payload code quality, il est dans la version core. Donc peut-être que dans Ah, certains cas, d'accord. il peut y avoir Ah, oui, avantage il me semble qu'on a. de... C'est passé dans la version core et tu l'as dans le widget de la merge request. Tu vois, Ok. autant la partie qui est liée aux métriques
ou aux détections de vulnérabilité, euh, tu n'as pas l'affichage du widget dans la merge request. Mais si tu le lances ou si tu génères une payload identique, tu auras quand même une ligne dans ta merge request qui t'affichera que tu as un report à downloader. Mais par contre, tu n'auras pas l'affichage. Ok, ok, je vois. Mais pour le super linter, on avait pensé à cette possibilité-là, d'utiliser le report code quality. Et il me semble qu'on était parti sur JUnit parce qu'on avait des convertisseurs standards qui prenaient la sortie Ouais, c'est vrai que des des fois, il super linters. faut. Moi, je suis obligé de faire des bouts de code pour. Je l'ai fait pour ESLint. Je fais des bouts de code qui me retransforment le report pour avoir la payload. Exact. Et d'ailleurs, sur le security dashboard, on a discuté sur une issue avec des gens de GitLab sur le support du format Sarif. Donc, je ne sais pas si c'est dans la roadmap ou pas, mais en tout cas, si c'est supporté, typiquement, on a plusieurs jobs qui sortent en Sarif et qu'on pourra inclure dans le security dashboard. D'accord. Alors écoute, est-ce que c'est dans la roadmap? Je ne sais pas parce que je ne la connais pas par cœur, mais ça vaudra le coup de Ok. vérifier. Et du coup, alors oui, du coup, pour reprendre sur la doc, on a aussi une section linked issue. Parce qu'en fait, tout le hub là que je vous montre, aujourd'hui, c'est un monorepo et public. Vous pouvez aller voir le repo et voir toutes les issues sur lesquelles on travaille, tous les échanges qu'il y a sur le hub. Et vous pouvez même y participer, hein, ouvrir des nouvelles issues, ajouter des commentaires. Au contraire, on vous encourage à le faire. Et donc l'idée, c'est que dans chaque job ici, on link on vous permet d'accéder rapidement à toutes les issues qui concernent ce job, pour quand vous allez utiliser un job, savoir s'il y a des limitations et si on travaille déjà dessus. Ensuite, il y a la partie licence, parce que chaque personne qui crée un job, en fait, est le maintainer, donc on voit en dessous là, et il peut choisir une licence. Donc aujourd'hui, on permet de choisir entre MIT ou Apache 2, il me semble. Et une autre partie, alors très importante, de laquelle je n'ai pas parlé pour l'instant, c'est le versionning. Par défaut, la façon dont on a utilisé le hub que je vous ai montré, j'ai utilisé tous les jobs dans leur version latest. Mais bien entendu, vous pouvez les utiliser dans une version fixe. Et chaque job a un versionning qui lui est propre. Et vous retrouvez ici tous les changelogs entre chaque version. Donc si on tape sur l'URL, basiquement, si on tape sur l'URL avec une version, ça va chercher cette version fixe. Et ça vous assure que si aujourd'hui vous créez votre pipeline en version fixe, demain vous aurez toujours la même version du job, même si nous on met à jour de notre côté. Ok. Et au sein des jobs, tout ce qu'on utilise, tous les outils externes, on les utilise également en version fixe pour que votre pipeline ne soit pas cassé dans 2 mois parce qu'il y a une mise à jour, indépendante de votre volonté. Donc voilà, le pipeline est fini. Ok. Ici. Donc là, ça, c'est la merge request que j'ai utilisée pour faire cette démo. C'est la merge request dans laquelle j'ai commité push. Donc ici, on va aller voir le pipeline. Donc voilà, ce qu'on a en résultat, c'est un pipeline assez classique, hein, avec tous les jobs que j'ai sélectionnés dans le hub. Et aussi avec le job Python test qui, lui, est local. Donc il n'y a vraiment pas de limitation. Hein, vous pouvez utiliser vos jobs locaux plus des jobs du hub. Bon, là, on voit que tout est passé. Page ne s'est pas lancé parce que je ne suis pas sur ma branche par défaut qui est master. Là, je suis dans une branche d'issue. On voit que le super linter, il est passé, mais avec des warnings. Et donc, on peut aller voir dans la merge request. Voilà. Quand on parlait tout à l'heure d'intégration de report JUnit, concrètement, ça donne ce résultat-là. Dans la merge request, ça vous intègre directement les rapports d'erreur. Donc, pour Newman, on voit que tout est passé. Je n'ai pas de problème sur mes tests d'API. Par contre, sur le super linter, j'ai des erreurs. Et donc ici, en fait, vous pouvez consulter chaque erreur qui a été relevée. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui n'est pas fait par défaut sur le job superlinter. Le job superlinter, il a une sortie bien spécifique et on va la convertir. On utilise un outil open source qui s'appelle TapJUnit sur GitHub, qui nous permet de prendre la sortie superlinter au format
TAP et la convertir en JUnit et on injecte ça dans GitLab. D'accord. Écoute, je connaissais pas, j'irai regarder, c'est intéressant. Ok, bah, je t'enverrai le lien. Et à côté de ça, donc tous les jobs ne s'intègrent pas dans des merge request widgets. Quand ce n'est pas le cas, on essaie au moins de les intégrer en expose as. Par exemple, mon build d'OpenAPI, je peux rapidement y accéder par ici. Sur l'index. Ah oui, là on retombe sur le fameux bug côté GitLab qui se résout d'une façon assez magique. Voilà. Je ne sais pas si tu as pu jeter un œil, Philippe, sur l'issue que je Non, t'envoyais. j'ai malheureusement pas eu le temps. Mais bon, on a un workaround, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, là on voit le résultat de ce qui a été buildé par notre job. Donc là, Il y on a a fait... Neodox qui pose une question. Est-ce qu'il est possible de renommer les jobs? Alors, non, pas directement. Alors, ce que tu peux faire, par contre, on a eu le cas où on a eu besoin de deux jobs OpenAPI pour un client. Donc, on inclut notre job OpenAPI et après, on peut créer un autre job OpenAPI bis pour l'autre API. Et dans celui-là, on extend le OpenAPI de base. Donc, on ne peut pas renommer les jobs, mais si tu as besoin d'utiliser un job plusieurs fois, tu peux extend le job principal en en créant un nouveau avec un nouveau nom. Ok. Voilà, pour le résultat du pipeline, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on peut parler de notre pipeline à nous. On peut parler de notre pipeline. Allez-y. Donc aujourd'hui, ce que disait Thomas, c'est qu'on est en mode monorepo. Donc tous les jobs là, qui sont utilisés, qui sont inclus dans les projets, ils viennent du repo qu'on appelle le hub. Ce qu'on veut proposer, ce qu'on veut garantir un minimum, quand même, c'est que les jobs respectent certains critères de sécurité. On ne va pas tous les détailler, mais comme c'est open, vous pouvez aller voir tout ce qui se passe. Mais typiquement, lorsque nous-mêmes, on soumet un nouveau job, quand on crée un nouveau job pour l'ajouter au hub, avant de merger sur Latest, il va se passer des choses, parce qu'ensuite, le job il va être dans le hub et il pourra être utilisé par plein de personnes. Donc ça, c'est notre pipeline en gros d'intégration dans le hub de ce qui se passe une fois qu'on veut intégrer un nouveau job. Donc on peut revoir qu'on a des étapes qui sont assez parlantes et puis qui utilisent aussi des jobs du hub. On vérifie que les fichiers YAML sont corrects. On regarde aussi que dans les jobs, il n'y ait pas de commandes qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, si on voit dans des jobs s'il y a des git push, pour nous, aujourd'hui, c'est étrange. Peut-être qu'un jour, il y aura besoin, mais aujourd'hui, ça, on ne peut pas le permettre parce qu'on pense que c'est un comportement qui est étrange et qui n'est pas lié au job qu'on propose aujourd'hui. On regarde s'il n'y a pas de vulnérabilité connue dans les bases connues à ce jour, sur les jobs, sur ce qui est soumis. Et aussi, donc ça, c'est la partie job structure. Ça, c'est nos règles internes. Aujourd'hui, quand on propose un job, vous avez vu qu'il y a de la documentation, il y a des variables, il y a du versionning. Et du coup, ça, nous, on a quand même un petit contrôle. On veut que sur les contributions, il y ait un minimum d'informations pour qu'on puisse proposer une doc standard, compréhensible, et que ce soit pas le bazar, qu'il n'y ait pas des docs pas uniformes et qu'on ne s'y retrouve pas. Ouais. Donc tout ça, vous pouvez regarder ce qu'on fait, hein, mais c'est notre process qualité, entre guillemets, avant d'intégrer un job dans le hub. Ici, on a un petit job intéressant qui permet de créer un label GitLab. Lorsqu'un nouveau job, admettons, aujourd'hui, on n'a pas de job PyLint, quelqu'un contribue, il ajoute un job PyLint, super, en plus, ça marche bien, donc on le merge. Le jour où c'est mergé et que ça rejoint le hub, on va créer un label GitLab PyLint, et ce qui va nous permettre de linker aussi les issues voilà, dans la doc. Ok. Ensuite, on build la documentation qui est le site web statique. On exécute quelques tests avec Lighthouse et ensuite on le déploie. On le déploie et on déploie aussi une nouvelle release. Si vous nous suivez sur Discord, à chaque nouvelle release, donc à chaque nouveau job dans le web qui est disponible, on reçoit une notification qui nous dit voilà, un nouveau job est disponible, vous pouvez l'utiliser. Donc ça, c'est notre pipeline d'intégration de jobs dans le web qui va évoluer. Aujourd'hui, il est comme ça.
et qui nous permet de proposer des jobs qui respectent certains critères de qualité, pour éviter que ce soit vraiment brouillon et que la doc soit plus compatible et que ce soit très compliqué de passer de la doc d'un job à un autre job. Aujourd'hui, si vous regardez la doc de Newman et que vous regardez la doc de Gitlic, ça ne fait pas les mêmes choses, mais rapidement, vous allez être à l'aise. Voilà, ça c'est notre process interne. Donc, je vous laisse détailler et regarder si vous voulez creuser. C'est totalement transparent. Et notre prochaine étape, du coup, on a parlé du mode monorepo tel qu'on l'a aujourd'hui. Alors, je te On coupe. pense à un mode. Ouais. Il y a Metabarge 0 qui dit, alors, je pense que je pourrais répondre, mais y a-t-il des guidelines pour ce qui est de la contribution pour les jobs? Bah oui, c'est tout expliqué dans la partie contrib du site. C'est la partie qu'on n'a pas vue et qu'on a dit que tu parlais. Tu étais en avance, mais exactement, c'est une bonne transition. Du coup, on peut aller dessus. Sur la doc R2DevOps, enfin, sur le site R2DevOps Hub, on a le lien contributing et qui explique, donc avec toutes les sections, les best practices, les guidelines tels que demandé, quelques prérequis, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ensuite, on vous accompagne, entre guillemets. Alors, il y a des choses à faire, hein, mais on essaye d'accompagner au maximum pour pouvoir forquer, contribuer. Et puis, vous voyez les étapes à suivre et les guidelines. Alors, il y a des choses qui sont required, justement, qui sont fortement liées à notre pipeline d'intégration. Et après... En fait ouais, les required, disons, si c'est pas respecté, ben, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on les met en required, qu'on les importe. On ne pourra pas l'ajouter au hub, donc il faut que ce soit fait dans la contribution. Et après, il y a des best practices qui sont pour nous pas obligatoires, mais qui sont recommandées, qui ne sont pas bloquantes, en fait, si vous voulez, pour intégrer une nouvelle contribution. Tout est dans cette page, dans une page. Et cette partie-là, best practice, alors c'est vrai que c'est vraiment orienté pour ajouter des jobs dans le hub, mais en fait, c'est un peu le résultat de toutes les expériences qu'on a eues, nous, en créant des jobs. Donc, ça va un peu au-delà du hub en lui-même. Par exemple, sur comment choisir une bonne image Docker pour un job, quoi faire des artefacts plus ou moins intégrés. Donc, cette partie-là, en fait, je dirais qu'elle déborde un peu même du hub sur les best practices, sur comment faire son job. On peut la regarder sans forcément contribuer. Ouais. C'est intéressant même pour faire sa CI de tous les jours. Enfin, c'est bien. Hein. Ouais. D'ailleurs, si tu jettes un œil et que tu as des retours ou quoi, on prend Philippe ou n'importe quel viewer qui nous suit actuellement. Exactement, parce que comme disait Thomas, c'est des choses qu'on n'a pas envie et puis on veut partager avec les gens qui travaillent avec nous. Et c'est ce qu'on partage avec eux, c'est ce guide-là. Donc on l'a construit avec nos expériences, les erreurs qu'on a faites, ce qu'on veut plus faire. Et on a des profils qui sont différents, donc qui sont vraiment experts, d'autres non. Et on essaye d'harmoniser tout ça donc, au travers de ce genre de documentation. Vous la générez avec quoi, donc, en fait? On utilise donc MKDoc et après, pour la partie donc un peu plus jolie, Material for MKDoc, qui est une extension. Je ne connaissais pas. Ouais. Donc on le build dans le pipeline. C'est du Markdown, on build dans le pipeline et puis après on déploie avec GitLab Pages. Ouais, le site là que vous voyez, il est hébergé sur GitLab Pages. Ouais. Et petite question, actuellement, si je veux l'installer en local, ça fonctionne? Alors, c'est dans les tuyaux, mais actuellement, concrètement, si tu forques le projet, tu as un hub à toi. C'est ça que j'ai compris. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ouais. Tu forques, tu suis le README et tu run. Si tu veux la doc, tu run MKDoc et puis ça te génère ton site statique. Tu peux y aller en local. Tu peux le consulter après pour l'utiliser. On verra ensuite. Mais... Oui, voilà, exact. Si tu forques, tu as ton hub local. Par contre, tu n'as pas l'entry point, tu n'as pas l'API qui te permet, quand tu lui demandes un job, de te rediriger sur le bon job. Ouais. Ça, c'est
Ça, c'est notre partie qu'on héberge nous-mêmes. Et cette partie-là, on veut la rendre self-hosted demain, même très bientôt. Mais ouais, c'est pas disponible tout de suite. Ok. Bon, de toute façon, en même temps, j'arrive pas à faire tourner les pages en local, donc c'est pas très grave. Alors, Neonox repose une question. En ce qui concerne les bouts de script shell, vous utilisez du bash ou vous êtes POSIX compliant? Ça dépend des jobs. Dans certains jobs, on utilise du bash. Dans certains jobs, on peut utiliser certaines commandes un peu avancées de bash qui marchent pas partout. D'accord. Et alors, pour en revenir justement à ce dont on parlait avant, ça veut dire que dans le futur, vous proposerez une version on-prem pour les entreprises, par exemple, qui voudraient avoir leur propre job en local et pas les partager pour différentes raisons. Exact, exact. Parce que, alors déjà là, l'idée c'est qu'aujourd'hui c'est un monorepo. Donc toutes les contributions passent par nous. Et ce qu'on veut faire, alors pour le hub SaaS et pour le hub on-premise de demain, c'est rendre possible le fait d'avoir des multi-repos. Comme sur Docker Hub aujourd'hui. Docker Hub, n'importe qui peut venir proposer son image Docker, enfin son Dockerfile dans son repo et le brancher au hub. On veut pouvoir proposer ça demain. Donc pour garder notre repo est potentiellement demain des repos vérifiés avec une certaine charte qualité, mais que n'importe qui puisse venir dire voilà, mon projet il contient des jobs, je le link sur le hub, il est accessible à travers le hub. D'accord. Et en fait, on veut faire ça pour vraiment augmenter ce côté collaboratif et de ne pas forcément mettre une barrière à l'entrée à certaines personnes qui n'utilisent pas les jobs de la même façon que nous et qui se comportent, enfin, qui ne veulent pas forcément se conforter aux règles. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir accès au hub, mais qu'ils n'aient pas, disons que pour les utilisateurs, ils n'aient pas une charte validée par job officiel ou validée par DevOps. Ok. Demain, sur la doc, si je suis un utilisateur qui veut utiliser un job pour mon projet, typiquement, je pourrais voir les jobs qui sont issus de R2 DevOps officiels et qui suivent les guidelines et le pipeline d'intégration. Mais on pourrait aussi voir les jobs que propose une école parce qu'elle a son repo dédié et qui est linké au web avec ses propres règles. Mais voilà, le but, c'est de partager. C'est bien ça, c'est cool. Et du coup, et pour la question de base, parce que c'est vrai que du coup on est un peu débordé, mais oui, pour la question de base, du coup, c'est cette version-là, multi-repo, qu'on veut proposer demain, self-hosted ou SaaS. Là, disons que cette version mono-repo, c'est une étape avant ça. D'accord. Si je reviens à la question de... Enfin, il y a eu une suite à la question de Neonox là, qui était à propos du bash et du fait que ce soit POSIX compliant ou pas. Il rajoute comme remarque, est-ce que ça peut poser des soucis si on override l'image? Alors, effectivement, si le script qu'on définit dans le job, il a des besoins vraiment liés à l'environnement apporté par l'image, et c'est souvent le cas. Par exemple, alors j'ai pas d'exemple forcément en tête, mais Newman. Alors, Newman, par exemple, on est sur une image Node, donc là, on installe l'outil dans l'image. Donc, sur l'image que tu override, c'est bon. Par contre, pour certains outils, on utilise l'image qui apporte l'outil, en fait, l'image déjà toute prête avec l'outil prêt à fonctionner dedans. Donc, effectivement, si dans ce cas-là, tu surcharges l'image, le script ne va pas marcher. À part si tu utilises une image qui elle-même a déjà l'outil installé dedans. Je ne sais pas si c'était clair comme réponse. Je crois que j'ai compris, donc ça doit être clair normalement. Ok. Ok, super. Vous avez d'autres trucs à montrer? Ok, merci. Ce serait pas mal de préciser les dépendances du job. On lit la question en même temps. Ouais. Ouais, non, il n'y a pas de... Du coup, alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vrai, bonne remarque, ce qu'on fait aujourd'hui dans le job, c'est qu'on décrit uniquement l'image, mais chaque job, bon, on va aller un peu explorer le hub. Chaque job, on a un fichier job.yaml
qui sont en fait les métadatas du job. Par exemple, prenons Gulp. Qu'est-ce qu'on a dans le job.yml? Ouais, ça peut être un bon exemple. Par exemple, voilà, ça c'est un fichier job.yml qui contient les métadatas. Donc le nom du job, sa description, son stage par défaut, enfin tout un tas d'options. Et on jusqu'à la partie tools. Et là, l'idée, c'est qu'on écrive tous les outils qui sont installés dans le job, enfin qui sont utilisés par le job, et leur version. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ces fameuses dépendances, tous les outils qui sont utilisés dans le job, mais pour l'instant, on les a dans les métadonnées, mais on ne les inclut pas encore dans la doc. Parce qu'on a, en fait, si tu veux, on a un builder qui prend toutes ces métadonnées et qui vient forger les fichiers Markdown à injecter dans MKDoc. Pour l'instant, on n'a pas encore récupéré cette partie tools, mais c'est prévu. On a une issue pour ça. Nice. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Parce que normalement, vous avez fait le tour de tout ce que je voulais vous demander. Alors, je vérifie quand même dans mes notes, parce qu'il y avait la question sur le on-prem qui m'intéressait. L'utilisation, c'est super clair. Alors, je suis allé me promener et j'ai regardé, j'ai lu pas mal de choses sur le site. Enfin, j'ai surtout allé voir par curiosité le contenu des fichiers YAML et c'est super instructif, ne serait-ce que sur les outils que vous utilisez. C'est super intéressant. Va falloir que je pense, une fois que j'aurai un peu plus de temps, à réécrire une partie de mes démos et d'utiliser votre hub pour voir comment ça fonctionne. Je pense qu'en plus, mes démos sont pas compliquées à plugger dessus. Donc, j'utilise déjà pas mal de include, de choses comme ça. Donc, ça sera un bon test. Puis, ça me donnera peut-être des idées hein, de contrib. Les, et alors après, j'ai un équivalent entre guillemets homemade, mais je peux pas utiliser ce que j'ai mis dedans pour faire des contribs. C'est pour l'instant, c'est pas propre du tout, quoi. C'était vraiment de la démo, mais Idéalement, tu peux le porter sur le hub, qui est la doc, et puis que tu puisses l'inclure depuis le hub. ouais. Mais ça sera dans ma to-do list. J'ai quelques trucs tout bêtes, mais bien pratiques. Alors, il y a Bambou qui dit: j'ai testé le bot, c'est pas mal pour build sa CI de façon interactive. Vous avez un bot? Le bot. La landing page, exactement. On n'en a pas parlé. Ouais, ben Alors, allez-y. ben oui. On a fait une landing page. En fait, le but, c'était de permettre à quelqu'un qui connaît ou pas en fait la CI/CD de rapidement, en fait, en répondant à des questions, de pouvoir créer un pipeline complet d'intégration, déploiement continu. Donc, c'est disponible sur pipeline au singulier.r2devops.io. Et ici, en fait, à travers des questions sous format chatbot, vous pouvez créer une pipeline. Donc, à chaque étape, on vous pose une question, ça remplit le pipeline. Là, je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer. Donc, on a sélectionné quand même, ici dans ce bot, vous n'avez pas tous les jobs R2DevOps, on a essayé de sélectionner des trucs assez standards qui sont assez complètement plug and play et qui se retrouvent dans beaucoup de projets. Et du coup, voilà, à la fin, le bot vous prépare votre fichier et vous pouvez télécharger le fichier de conf. Donc, excellent. vous vous retrouvez avec le CI, avec tous les includes qui vont bien. On aurait pu faire ça. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. J'arrive pas à zoomer, par contre, je suis désolé si vous voyez pas C'est bien. pas grave. View. Non. Bon, désolé, mais bon, l'idée c'est qu'il y ait include, de la même façon que tout à l'heure, vous avez vu, j'ai include tous les remote jobs. Ici, vous avez tous les jobs qui ont été sélectionnés par le bot. C'est super.
Et bah, top, bah, je vous invite à aller tester. Il y a aussi un lien pour joindre la communauté, donc si vous voulez nous joindre sur Discord pour discuter, et un lien vers la doc qui vous redirige bah, sur le Getting Started. C'est cool. Et Voilà. le bot est aussi open source? Oui. Je trouve dans le groupe R2 DevOps, le groupe R2 DevOps qui contient déjà le hub, il y Ouais. a, alors, il est open source, mais il n'a pas son projet dédié. Il est dans un projet landing page. Et oui, tout est open. Ici, c'est fait à base de React. Ouais, ça a l'air de plaire aux gens en tout cas. Mais en plus, c'est un super, ouais, c'est un super outil et de démo et de formation, quoi. Ah ben cool, si tu vois ouais, si tu as besoin de t'en servir dans le cadre de formation ou quoi que ce soit, n'hésite pas, hein. Ouais, 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 non, mais alors, j'avais fait cette nuit, j'ai passé du temps pour faire une démo que je dois faire cet après-midi et une deuxième que je dois faire la semaine prochaine. Bon, après, j'ai tout perdu, donc il a fallu que je recommence tout ce matin. Mais, Avec tes VM cassés là, c'est ça. J'ai passé j'ai son. eu, je sais pas, mes VM sont mortes. Mais bon, ça, et j'avais pas pensé forcément à backuper la partie projet. Et j'avais un équivalent par contre sur .com, mais le cluster que j'avais relié, qui est chez un provider, est mort aussi. J'ai cumulé. Donc, mais bon, après, comme j'essaye de scripter pas mal de choses, je suis arrivé un peu à tout refaire. Mais Oui. je me dis que ouais, pour une prochaine démo, c'est vachement didactique. Je trouve que c'est une super idée ce bot. Ah ben cool, Ok. cool. Et puis là, c'est une première version. En fait, bon là, Ils sont assez guidés là-dessus. ouais, là, c'est assez guidé, mais bon, je spoil un peu pour la suite, mais notre vision un peu plus moyen long terme, c'est d'avoir ce type de choses, mais beaucoup plus complet, euh, pour vraiment aller plus dans le détail et permettre en cochant des cases, de venir builder un fichier CI qui se base sur en Ouais, cochant des cases avec des questions plus précises pour analyser le type du projet et avoir en sortie un fichier de conf prêt à être utilisé. ouais, c'est une super idée. Top. Si vous avez besoin d'un testeur, Ben, n'hésitez pas. on te dira merci. Bon, eh ben, écoutez, c'était super sympa, c'était super intéressant. Jolie conclusion, on va dire, sur la partie du bot, justement, à la fin. Donc, il faut que j'arrive à vous remettre sur l'écran. Merci pour la démo, hein. J'arrive pas à trouver le terme. Convaincant, voilà. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'essayer. Euh, a priori, c'était suffisamment clair parce que, à part Neonox qui a des questions, parce que je pense qu'il est déjà en train de penser de quelle manière il va l'utiliser sur ses propres projets. Euh, ouais, c'était clair. Le, le site, alors moi je suis allé me promener dessus, c'est vrai que c'est bien expliqué, qu'il y a tout ce qu'il faut. Euh, ouais, joli, super intéressant, bonne idée et bien packagé, quoi. Eh ben, top, merci. Et puis sur voilà, si vous avez d'autres retours ou quoi que ce soit, vous pouvez nous rejoindre sur Discord, par mail. Et même avec Calendly, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de discuter en détail, mais si vous voulez tester et que vous avez des questions un peu plus poussées, vous pouvez booker un créneau avec Thomas, moi, Thomas, pour aller plus en détail sur l'utilisation des jobs. Et je crois que le lien, il est sur R2 DevOps. Ouais, sur la D'accord. page d'accueil. Bon. ardedevos.io, dans le bandeau noir tout en haut là. Voilà, ici, là. Vous pouvez, c'est des créneaux de 15 minutes que j'ai mis à dispo. Si vous voulez discuter du hub, de la CICD, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. C'est cool, c'est une bonne idée ça aussi, ouais. Bon, vous risquez d'être bien occupé. Ouais, Bah, Oui, remarque, c'est ce s'il n'y qu'on a plus veut. de place pour les slots, de toute façon, on va pas rajouter. Donc, mais ouais, Calendly, il limite après, ouais, ouais. effectivement, quand c'est pris. Mais c'est vrai que Mais je pense jamais à l'utiliser. J'en ai un, mais je pense jamais à l'utiliser. Alors je- pour diverses raisons. Mais bon, ça sera un autre sujet. Ça me fait bizarre que les gens
à y mettre eux-mêmes un rendez-vous avec moi dans mon calendrier. Euh, c'est- Comme c'est le médecin, quoi. voilà. J'ai déjà les commerciaux qui le font, donc ça suffit. Eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas, c'était super intéressant. Merci d'avoir accepté aussi de venir présenter votre projet. Je vous souhaite un bon week-end. Alors, raccrochez pas tout de suite, comme je vais quitter, on pourra discuter 2-3 minutes. Je souhaite un bon week-end à tous ceux qui sont venus. Je ne sais plus si j'ai prévu de faire des Twitch la semaine prochaine, je crois, mais je suis déjà à la bourre. En tout cas, c'était super sympa. Et ben, j'ai envie de pouvoir trouver un peu de temps pour justement mettre à profit votre projet. Bon, a priori, il y a pas mal de gens qui vous connaissaient déjà, hein. J'ai vu des Bravo GoToScale, enfin j'ai vu GoToScale marqué plusieurs fois. Donc, C'est possible. en tout cas, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des nouveautés dessus, vous me pinguez et puis on refait un truc, quoi. On n'est pas obligé de faire une demi-heure, une heure, hein, ça peut être plus court. Mais si vous avez des trucs sympas, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Donc je souhaite un bon week-end à tout le monde et puis je vous dis à très bientôt.